Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être présents pour ce webinaire qui va être spécifique sur le métier du gestionnaire de paie et sur la question du courtier en assurance collective. Quel est l'intérêt pour un gestionnaire de paie de bien s'entourer, notamment avec un courtier en assurance collective? Alors, tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de nous présenter. Sylvain, qui es-tu? Bonjour, Sylvain Thiolès, courtier indépendant. J'exerce le métier de courtage depuis plus de 15 ans et je me suis spécialisé sur le domaine de la protection sociale en entreprise, tout ce qui touche au marché de la des conventions collectives des entreprises. Je travaille sur la France entière et pour ce faire, je me fais accompagner d'une quinzaine d'entreprises de renom telles que Malekov, AXA, Swiss Life et tous les autres qui se suivent. Je ne vais pas tous les nommer. Voilà. Alors, tu as déjà donné une information qui est importante et que quand on est expert comptable ou qu'on est gestionnaire de paie, on ne sait pas forcément. Le métier de courtier est directement, la plupart du temps, est rémunéré par des commissions. Ces commissions, le montant des commissions varie très fortement d'un contrat à un autre. Et pour la petite histoire, les contrats les plus techniques qu'il existe, c'est généralement les contrats de protection sociale en assurance collective, et ceux qui sont les moins rémunérés, eh ben, généralement, c'est ces mêmes contrats. Donc le fait que tu te sois spécialisé sur ce type de contrat et que par ailleurs, en plus, tu obtiens des résultats qui sont très intéressants, c'est la raison pour laquelle on a souhaité effectivement t'inviter, puisque tu as un niveau d'expertise et de reconnaissance, notamment par la collaboration que tu peux avoir avec un certain nombre de cabinets d'expertise comptable, qui nous a semblé intéressante à présenter aux uns et aux autres. Alors, je vais me présenter rapidement, Jean-Sébastien. Donc, je suis le fondateur, un des fondateurs de Vasa. Vasa, c'est en une phrase, le partenaire de confiance sur les sujets de conformité en protection sociale. Et donc, notre sujet, c'est d'accompagner les experts comptables sur leurs devoirs de conseil vis-à-vis des chefs d'entreprise de TPE, PME, puisque 84% des dossiers qu'on va auditer, on va observer effectivement des problématiques de défaut de conformité. Alors, cher Sylvain, que peux-tu nous dire sur ce que tu as observé déjà dans le monde de l'expertise comptable et en particulier des gestionnaires de paie sur la pénibilité sur les sujets de protection sociale? Alors, comme tout secteur et toute activité, nous avons tous une pénibilité, mais pour les gestionnaires de paie, ce que j'ai pu constater, c'est vraiment un manque de visibilité sur tout un tas de petits sujets qui s'articulent autour de la protection sociale, comme notamment la réception des fiches DSN ou téléchargement qui s'effectue pas bien, le suivi des affiliations, à savoir est-ce que le salarié s'est affilié ou non, les régularisations, ce que j'appelle les régularisations, c'est des salariés qui auraient récotisé mais qui ne sont euh, pas adhérents au contrat, puisqu'il y a un manque de transparence entre la compagnie, le gestionnaire de paie et l'entreprise, en sachant que l'entreprise et le chef d'entreprise est un petit peu détaché de ce sujet et transfère la charge directement aux gestionnaires de paie qui elles-mêmes ne sont pas, je dirais, forcément compétentes dans la protection sociale. Elles vont mettre en place le contrat et donc elles n'ont pas toute la lecture derrière. Alors, Également, Sylvain, tu me racontais là tout à l'heure un cas qui était particulièrement éclairant d'une gestionnaire de paie. Est-ce que tu peux nous partager effectivement cette expérience? oui, effectivement, c'est une entreprise, donc une gestionnaire de paie qui me sollicite en urgence pour la mise en place d'une prévoyance. Et puis, de fil en aiguille, par des effets de rebond, de questions, etc., je m'aperçois que cette gestionnaire de paie a 8 entreprises pour ce même chef d'entreprise et que chacune des entités est placée vers un courtier à droite, vers un assureur à gauche, vers un institut de prévoyance au milieu. Et donc, elle doit venir jongler entre toutes ces entités pour ce même chef d'entreprise au travers de ces différents acteurs.
Et à cet égard, je lui dis, mais pour vous, à mon avis, la bonne solution, c'est de pouvoir venir mutualiser le risque, c'est-à-dire intégrer les 8 entreprises dans un seul et unique assureur, vous permettant de faciliter la collecte des fiches de paramétrage DSN, d'avoir les mêmes taux. Si demain, un salarié est transféré d'une entreprise à un autre, eh bien, la question de est-ce que le taux va être applicable de l'entreprise A à l'entreprise B, bah, oui, ça sera le même puisqu'on aura mutualisé le risque. Donc, c'est avoir une lecture globale et des compagnies d'assurance et de l'entreprise, de son besoin et de la convention collective applicable à chacune d'entre elles. Donc, oui, c'est des sujets qui sont assez passionnants parce qu'il faut être ouvert d'esprit, se poser les bonnes questions et c'est au travers des gestionnaires de paie que je collecte ces données pour répondre à leurs attentes et leur faciliter leur métier. Eh ben, c'est super. Donc là, tu viens d'utiliser un mot qui est celui qu'on va creuser un petit peu, puisque donc ce que tu as souhaité effectivement parler, c'est du rôle de facilitateur. Qu'est-ce qu'on peut réellement attendre d'un courtier dans le cadre d'un partenariat? Bah, moi, j'aime bien donner cette image. On connaît tous cette belle émission de Qui veut gagner des millions et le participant a 3 jokers. Et bien aujourd'hui, vous, en tant que responsable gestion de paie, ben, en fait, vous en avez qu'un. C'est le joker. J'appelle un ami, ben, il s'appelle Sylvain et à ce moment-là, je réponds à toutes vos questions. J'aime bien prendre cette image parce que quand moi-même j'ai un problème comptable et que j'appelle mon comptable, je dois avoir une réponse maintenant parce que mon problème il est naissant et j'ai besoin de le régler pour avancer sur autre chose. Donc, partant de ce principe, je me suis dit que même une gestionnaire de paie, quand elle a ce problème, si elle m'appelle et qu'elle me pose la question, ben, je vais lui répondre de suite. À 80%, j'arrive à répondre. Quand j'y arrive pas, ben, naturellement, je prends un temps de réflexion et de collecte de données pour lui donner la meilleure des réponses. Mais voilà, c'est vraiment faciliter votre métier, c'est vous accompagner au quotidien pour répondre à toutes vos questions, vous permettant de vous bien faire votre travail. Alors, très bien, mais moi, j'ai quand même un sujet, et un sujet qui est, je crois, légitime dans tous les cabinets d'expertise comptable, c'est la relation de confiance. Concrètement, quand je suis expert comptable, quand je suis gestionnaire de paie, j'ai Oui. des interlocuteurs avec qui je travaille, ce sont nos clients, et quelque part, je me mets en vulnérabilité puisque, je les mets en relation avec quelqu'un, pour, pour s'occuper de leurs problèmes, et il faut absolument que cette personne soit une personne de qualité, qui réponde effectivement bien aux attentes de mon client et qui accessoirement ne baisse pas ma propre crédibilité. Donc comment je peux raisonnablement, imaginer établir un partenariat avec un courtier en qui je vais pouvoir avoir une confiance et une confiance durable? Alors, pour moi, la confiance durable, elle va s'établir sur plusieurs pôles, plusieurs leviers. La première, ça va être la compétence technique. La transparence, tout à l'heure, tu l'as dit, la transparence, j'aime communiquer aussi également sur le taux de commissionnement, mon indépendance, la fiabilité opérationnelle, comme j'ai pu le dire juste précédemment, la fiabilité opérationnelle, c'est de pouvoir répondre immédiatement aux attentes. La transparence et l'indépendance, c'est l'analyse impartiale de la situation pour donner le bon conseil. Encore une fois, j'aime bien donner cette image. Si le contrat a vocation à durer parce qu'il est bon, il faut le dire. Pour moi, le courtier de confiance, c'est le courtier qui va avoir la capacité de dire non, ce contrat est bien positionné. On a beau le benchmarker, il n'est pas de nature à le changer. Et par ailleurs, il y a d'autres contrats que je vais donner cet exemple parce que c'est mon quotidien. Une de mes clientes m'interroge sur la mise en place d'un régime collectif prêt de santé et prévoyance et son code APE était donc sous l'immobilier. Et donc, de facto, la convention associée, c'était la convention immobilière. Donc, je lui fais ma restitution en lui donnant ma préconisation, des solutions de base, des solutions optionnelles par rapport à ses salariés, tant sur la partie frais de santé que sur la prévoyance. Et quelques jours après, je prends, je dirais, la température de cette offre mise et elle me dit, Sylvain, tu tombes bien, j'ai consulté ma banque et elle est 50% moins chère que toi. Surpris parce que la convention de l'immobilier réglemente la garantie,
les assiettes de cotisation. Je dis, mais, tu peux me transmettre éventuellement cette proposition. Et donc, elle répond positivement à mon appel et je suis forcé de constater que la banque avait répondu sur une offre tarifaire de la convention des hôtels, cafés, restaurants. Donc, naturellement, il n'y a pas de concurrence ici. On est sur deux marchés diamétralement opposés, l'un immobilier, l'autre des hôtels, cafés, restaurants. Ça n'a pas de sens. Et donc, pour le coup, le tarif, il est complètement dégradé. Et j'ai expliqué donc à cette cliente qu'elle avait un problème technique, quoi. C'est que si elle souscrivait ce contrat, elle avait certainement un risque d'URSSAF par ailleurs, voire prud'homal. Donc, voilà, les enjeux, c'est la compétence technique, c'est la transparence et l'indépendance, et c'est là aussi la fiabilité opérationnelle. Et toujours tout ça chapeauté avec le joker. J'appelle un ami, il s'appelle Sylvain, et je réponds à ces questions rapidement parce qu'au moins, ça ne laisse pas votre métier en souffrance, je dirais, dans vos tâches administratives qui sont toutes complexes les unes que les autres. Voilà. Alors, très bien. Je crois aussi qu'on a parlé qu'il y avait trois éléments cardinaux qui nous permettraient d'avoir cet élément de confiance et aussi d'avoir une vraie plus-value. Le premier point sur lequel tu as voulu insister, c'était la question de la gestion administrative et de faire gagner du temps sur ces postes-là au cabinet d'expertise comptable. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, le gain de temps, effectivement, c'est toujours, il est multiple. C'est est-ce que les assiettes de cotisation sont les bonnes? Est-ce que le salarié qui s'est adhéré a intégré ses ayants droit? Est-ce que je dois le prendre en considération ou pas dans les fiches de paie? C'est de pouvoir remettre aussi des documents contractuels, la décision unilatérale qui a été mise en place ou soumise à chef d'entreprise, c'est des affiliations des salariés, est-ce qu'ils sont tous bien affiliés ou pas, remettre les certificats d'adhésion quand ils y sont, permettre pour vous, en tant que gestionnaire de paie, d'être sur le bon prisme et de gagner du temps et de ne pas y revenir par la suite parce que une information n'a pas été véhiculée, mettant vous en demeure d'un manque de transparence. Donc oui, le gain de temps et la gestion administrative, c'est un point important dans ce sujet, effectivement. Il y avait un élément que tu m'as partagé tout à l'heure en amont de la préparation de ce webinaire, il me semble, c'était, tu m'expliquais que dans ta vie de tous les jours, régulièrement, quand tu avais un gestionnaire de paie qui te contactait, tu pouvais déjà lui apporter deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que tu connaissais le métier du gestionnaire de paie, tu connaissais aussi le métier du chef d'entreprise et tu connaissais aussi l'envers du décor de l'assureur et que quand tu collectais ces fameuses données, eh bien, tu étais en capacité d'apporter des éléments d'éclairage au gestionnaire de paie et donc, si j'ai bien compris, faire en sorte que lui ait déjà la possibilité de mieux communiquer avec son client. Il y avait un deuxième point, et c'est très bête, mais que comme quand un gestionnaire de paie est en difficulté là-dessus, la plupart du temps, ce qu'il a, c'est une adresse email et un numéro de téléphone pour essayer de régler le problème. Eh bien, toi, tu es en contact avec des décideurs, avec des gens qui peuvent régler les problèmes directement en amont. Alors, tu ne peux pas tout régler, mais il y a un certain nombre de problèmes qui, simplement parce que tu as l'information et que tu as le bon contact, tu vas être en capacité de solutionner les problèmes. C'est bien ça? Oui, effectivement, c'est vrai que mon rôle pour gagner du temps également, c'est de pouvoir contacter directement les compagnies dans les bons services, vous éviter de passer les fameux 25 minutes d'attente avec la musique pour avoir quelqu'un qui va peut-être daigner vous répondre, ou est-ce qu'elle aura l'envie de vous répondre clairement à ce sujet. Oui, c'est ces enjeux de mise en contact rapide et le fait que moi j'ai mes entrées avec les compagnies dans les bons services permet de répondre souvent et rapidement à vos besoins. Je peux donner cet exemple d'un cabinet comptable qui me disait qu'il était un peu bloqué sur les indemnités journalières de l'édition de sa fiche de paie parce que la compagnie n'avait toujours pas édité le bordereau des prestations. Dès lors que je suis intervenu sur la compagnie, dans l'heure, il avait l'information et il avait immédiatement pu éditer la fiche de paie de ce salarié qui était en souffrance. Voilà, donc oui, effectivement, c'est ces deux points que tu mets en avant, pour lesquels moi je suis
au quotidien dedans, quoi. Alors, autre point que tu as souhaité aborder, c'était la sécurisation de la conformité sociale des clients. Alors, pour rappel, hein, comme je disais, Vasa, nous, notre sujet, c'est justement de faire en sorte de benchmarker, entre guillemets, l'ensemble du portefeuille d'un cabinet d'expertise comptable auprès des clients, de débarrasser le risque du cabinet de ces éléments-là, puisqu'on va proposer cet accompagnement pour le compte des cabinets d'expertise comptable afin de contrôler effectivement si les éléments sont conformes ou non conformes, aussi bien sur la partie contractuelle que sur la partie réglementaire, et notamment par la rédaction de décisions unilatérales de l'employeur et le suivi des cas dérogatoires. Et ces éléments étant faits, nous, on agit un peu, si vous voulez, comme le contrôle technique. Et évidemment, le contrôle technique en lui-même n'a pas vocation à faire les réparations. Et donc, c'est pour ça qu'on s'appuie sur soit les courtiers avec qui vous travaillez, qui sont des courtiers partenaires en qui vous avez confiance, soit quand vous n'avez pas d'interlocuteur, avec des courtiers de qualité comme Sylvain, qui sont en capacité effectivement de pouvoir aller chercher les bonnes réponses et sécuriser vos clients. Le taux à retenir sur les dossiers sur lesquels on travaille, en général, en moyenne, le taux de non-conformité, on est quand même à 84% de non-conformité sur les sujets de conformité en protection sociale pour les clients de TPE-PME. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux faire dans le cadre? Pourquoi ça semblait important d'aborder la sécurisation de la conformité sociale des clients? Alors, pour abonder, comme je te disais aussi tout à l'heure, il y a 85% des chefs d'entreprise qui délaissent ce sujet au cabinet comptable. Et alors, effectivement, vous aviez, dans les accords de branche, il y a des acteurs dits recommandés. Et derrière ça, il y a toute une vague de compagnies qui cherchent à venir se positionner sur ce sujet de la conformité, donc présentent des contrats totalement conformes, mais en plus de ça, elles permettent aussi d'améliorer certaines garanties sans pour autant lever l'assiette de cotisation au-delà du seuil minima de la convention. Donc, connaissant ces acteurs, je vais pouvoir mettre à disposition au chef d'entreprise un contrat 100% conforme puisqu'il est validé par la compagnie, ou je dirais estampillé ou taclé conforme à la convention collective. Et en même temps, de votre côté, vous allez pouvoir faire valoriser un certain point auprès du chef d'entreprise, c'est que non seulement le contrat est conforme, les garanties sont au-dessus de l'accord de branche et l'assiette de cotisation est 100% conforme à l'accord de branche. Donc ça, c'est un vrai point, un vrai plus de s'appuyer sur ce bon partenariat avec un courtier qui connaît parfaitement le tissu des assureurs et des compagnies d'assurance qui commercialisent ce type de contrat. Puisqu'aujourd'hui, la protection sociale est ouverte, ce que j'appellerais un marché libre. Il n'y a plus des acteurs imposés, mais bien des acteurs recommandés. Voilà. Dans la sécurisation de la conformité sociale, on a eu un dossier sur lequel on t'avait sollicité aussi. C'était donc sur un dossier de mémoire, c'était sur la CCN pompe funèbre, dans lequel eh bien, il y a des accords, notamment en prévoyance, je crois dire, je crois me rappeler. Effectivement, trouver un contrat de prévoyance qui répondait aux spécificités de l'entreprise et en respectant la convention collective, c'était pas simple. Et je sais que tu es intervenu et que tu as apporté des réponses de qualité, d'accompagnement même, puisque on est aussi généralement sur des chefs d'entreprise clairement qui n'ont pas créé leur entreprise pour s'occuper de ce genre de choses. Et donc il a fallu, un, apporter ces éléments de réponse pour améliorer la relation, apporter des réponses aux gestionnaires de paie, et deux, accompagner le chef d'entreprise dans la mise en place de ces garanties qui peuvent parfois être un peu spécifiques. Au Effectivement. niveau, au niveau du partenariat, tu en as un petit peu parlé. Justement, une des remarques qu'on se faisait, c'est que peut-être que la réponse naturelle en gestion de paie, c'est de se dire j'ai un certain nombre de conventions collectives où j'ai des partenaires recommandés. Pourquoi je me casserais les pieds à aller au-delà, puisque comme ça, moi, je suis sûr de faire correctement mon boulot. Quelle est la plus-value d'essayer de faire autre chose? Eh bien, en sortant de ce schéma, puisque moi j'appelle ça un petit peu des autoroutes, en sortant d'ici, vous allez pouvoir toujours avoir un seul et unique interlocuteur, c'est-à-dire moi. C'est-à-dire que
centraliser toutes vos demandes en passant par moi au lieu de passer sur une plateforme standard des acteurs recommandés. Vous allez vraiment pouvoir avoir un contact humain proche, puisque aujourd'hui, les cabinets comptables avec qui je travaille, le contact humain, c'est bien établi. La communication passe plutôt bonne. Je dirais qu'on a la bonne fréquence de communication. Et en plus de ça, on optimise les garanties, comme je vous l'ai dit, c'est de pouvoir apporter une sécurité et couvrir un petit peu plus les salariés, puisque les compagnies donnent des fois des avantages sur ce genre de sujet. Eh ben, très bien. Donc le point suivant, tu nous as fait gagner du temps. Je suis gestionnaire de paie. Grâce à toi, je gagne du temps. Je sécurise mes clients et puis j'améliore le rapport qualité-prix. Comment je fais si je veux j'ai une question à te poser. Je vais travailler avec toi demain. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, vous faites un petit screenshot de la dernière slide, vous retrouvez mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone 0609 06 38 58. L'email également, contact@broker.care, broker.care, pour lequel vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me soumettre vos problématiques et je tenterai toujours à répondre tel le joker de chez Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions et me faire gagner du temps. Voilà, voilà ce Eh que je bien, impeccable. Donc, et puis, si jamais vous souhaitez effectivement un peu plus d'informations sur la solution VASA pour l'accompagnement de vos clients sur les sujets de conformité en protection sociale, donc vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site vasa.fr, vasa.fr, ou si vous le souhaitez, bah, puisque Sylvain vous suggère un screenshot, vous pouvez aussi le faire directement et puis m'envoyer un email et on sera fort effectivement de vous apporter les réponses les plus adéquates. Alors, s'il y a des questions, on va regarder rapidement, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés, Sylvain, et que ça pourrait avoir du sens de creuser? On a un petit peu répondu à l'ensemble des points. Je te retournerai plutôt la question. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on doit balayer un peu plus en profondeur? Eh ben, écoute, ce que je pense, c'est que ça peut être intéressant, effectivement, d'expliquer derrière euh, peut-être les éléments, parlons argent, les éléments de rémunération du courtier, comment un courtier se rémunère et, euh, et, euh, et comment on s'assure effectivement que, il y a aussi la question du devoir du conseil, du document qui est signé. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations complémentaires dessus? Oui. Alors, un courtier, donc, c'est un acteur qui a un protocole d'accord pour commercialiser un produit d'assurance. Il doit être réglementé par l'ORIAS, un agrément qui donne son accord pour que la compétence soit valable dans la commercialisation de ce produit. La compagnie, elle, ayant signé un protocole d'accord entre le courtier et lui, va lui reverser une commission au moment du paiement du contrat quand le client l'a signé. Également, le métier de courtier ne s'arrête pas ici. Elle va accompagner l'entreprise sur tout ce qui est partie, je dirais, juridique, la mise en place d'une DE, non pas une décision unique d'embauche, mais bien une décision unilatérale d'entreprise réglementant le contrat instauré au sein du régime, enfin, au sein de l'entreprise. Voilà. Alors, on va aller plus loin dans la transparence. Oui. Globalement, tout à l'heure, je parlais du niveau de rémunération qui est très faible en assurance collective. Donc, on va prendre le cas stéréotype d'un client d'un cabinet d'expertise comptable. C'est une TPE qui a 4 collaborateurs, voire un peu moins même. Et globalement, sur le contrat d'assurance, on va assurer justement 4 personnes parce qu'il va y avoir un salarié qui va pas adhérer, l'autre qui va avoir son enfant, etc. Donc vous allez assurer en moyenne de 4 personnes. La prime moyenne, c'est aux alentours de 50 euros. Et le niveau de commission, c'est entre 6 et 7% en moyenne. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 200 euros de primes qui sont versées et que vous avez 6%, vous avez un chiffre d'affaires brut de 12 euros par dossier et par mois qui va être généré derrière. Donc vous comprenez bien qu'effectivement, c'est à la fois, c'est un élément qui est extrêmement éliminatoire, puisque derrière, vous allez avoir beaucoup de personnes
que vous allez voir au moment de la souscription et que vous ne verrez pas derrière, puisque ce niveau de rémunération, si vous n'avez pas l'organisation qui va bien, si vous n'avez pas l'efficacité, les compétences, la connaissance du métier suffisante, eh bien, vous n'arrivez tout juste pas à être rentable et donc vous êtes toujours à la recherche de nouveaux clients et donc le service qui va vous apporter est dégradé. Donc ça, c'est un élément extrêmement important sur lequel je voulais insister. L'autre point, donc sur le devoir de conseil. Alors là, c'est Jean-Sébastien de Vasa qui vous interpelle là-dessus. La réglementation est ainsi faite que un courtier doit collecter des informations pour pouvoir présenter les meilleures garanties FNU. Aujourd'hui, tel que c'était rédigé, avec le soutien des compagnies, eh bien, le devoir de conseil consiste effectivement à justifier que la proposition qui a été faite au client est la bonne. Mais donc, ça veut dire que ce qui est signé par le client, il reconnaît que c'est la bonne solution. Donc, par définition, il n'y a pas de mauvais conseil d'un courtier, il n'y a pas de mauvais conseil d'un assureur. Si le client met en place quelque chose de mauvais, eh bien, c'est forcément de sa faute puisqu'il a eu un bon conseil. Or, en l'occurrence, on a quand même un certain nombre de surprises. D'où l'intérêt pour vous d'avoir des éléments, des gens réellement de confiance, qui viennent réellement chercher les bonnes informations, qu'il ne faut pas signer n'importe quoi au client pour se défausser des risques. Et dernier point et non des moindres, au niveau de la jurisprudence, vous le savez, il y a eu un cabinet d'expertise comptable qui a été condamné dernièrement sur des actes qu'il n'avait pas réalisés, à savoir des contrats de travail qui avaient été réalisés par un ancien cabinet d'expertise comptable. Et la jurisprudence a fini par dire que de toute façon, tout ce qui pouvait être dans votre mandat et même que le client considérait comme devant faire partie intégrante de ces sujets-là, vous avez forcément, votre devoir de conseil va au-delà de la simple lettre de mission. Ce qui veut dire que sur les sujets de protection sociale, nécessairement, vous avez effectivement une responsabilité. Et donc, si je devais terminer là-dessus, il me semble que ça semble éminemment important, c'est que vous pouvez prendre le meilleur des gestionnaires de paie, le meilleur des experts comptables. S'il est tout seul, il sera nécessairement moins bon qu'un gestionnaire de paie ou un expert comptable moyen, mais accompagné d'une équipe d'experts. Et ça, effectivement, ça nous a semblé important de vous donner les quelques tips nécessaires pour que des interlocuteurs de qualité comme Sylvain eh bien, soient en capacité, effectivement, de vous apporter un certain nombre de réponses et surtout, vous dérisquer et vous retirer de la pénibilité. Voilà, messieurs, dames, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Sylvain, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaiterais apporter? Ben, je vous remercie de cette écoute et moi, je vous souhaite une belle semaine pour cette période estivale. Eh bien, excellente journée à tous. Merci pour votre présence et à très bientôt. Au revoir.